Pieuse de Christophe Menet. Première partie. Prologue. Qu'y a-t-il au nord? Tout le panthéon des anciennes divinités était rassemblé sur la plage, certaines toujours nommables, d'autres exhumées d'un oubli séculaire, voire millénaire. Les déesses et dieux à forme humaine se mêlaient à leurs homologues animaux ou hybrides, ainsi qu'à une multitude d'entités pour l'heure tout à fait concrètes et palpables, même si Mogana Barkos le pressentait. Une fois réveillée, elle serait fort en peine de se figurer l'âme d'un volcan, d'un lac ou d'une dune, l'esprit d'un arbre ou celui d'une cascade. Bien loin du port altier que leur prêtaient encore quelques rares statues et bas-reliefs épargnés par les purges, oubliant leurs antagonismes immémoriaux, les divinités déchues pleuraient, titubaient, trébuchaient et tentaient mutuellement de se soutenir, tandis que d'imperturbables légionnaires revêtus de l'azur des armées d'autrefois les poussaient vers l'océan. Les plus retorses avaient beau protester, bomber le torse face aux pics acérés et crier à l'usurpateur, elles n'en reculaient pas moins dans les flots. Sitôt qu'eut disparu l'ultime titan dans un petit tourbillon d'écume, un homme s'avança sur la surface devenue d'huile. Tel un cultivateur arpentant une parcelle fraîchement aplanie, il semait à la volée des graines qui germaient presque aussitôt. Il arborait tout à la fois les traits de Mogana, de ses pères et grands-pères, ainsi que ceux d'autres aïeux qu'elle reconnaissait, bien qu'ils fussent tous retournés à la poussière des lustres ou des siècles avant sa naissance. Le semeur rebroussait chemin à travers des blés déjà mûrs pour la moisson, quand une lueur apparut dans son dos, à la verticale des lanternes sénestrines, comme si une aube désaxée s'apprêtait soudain à éclore au nord. Mais plutôt que de s'élever dans le ciel, la lueur se répandit sur l'océan devenu plaine, et Mogana s'éveilla, juste à temps pour échapper à la déferlante de flammes qui menaçait le rivage. Par-delà les vastes jardins palatiaux, de lointains cris et barrissements trahissaient l'activité de la tétrapole. Sous le règne d'Actor Barkos, susceptible 8e porteur du nom, des têtes seraient probablement tombées pour avoir ainsi troublé le sommeil impérial. Moins irascible toutefois que son peu regretté grand-père, Mogana éprouva comme de la reconnaissance envers les laborieuses castes inférieures qui venaient de l'exfiltrer in extremis d'un songe de fort mauvais augure. À l'affût du moindre signe de réveil, le dernier des 4 camériers, à s'être relayé à son chevet la nuit durant, entr'ouvrit précautionneusement un rideau de borstelle peinte afin qu'un rayon de soleil vînt lui réchauffer le visage, sans toutefois l'éblouir. « Qu'y a-t-il au nord » demanda distraitement Mogana entre 2 bâillements. « Je t'autorise à me répondre » dut-elle préciser, le serviteur ne pouvant que se figurer qu'elle se parlait à elle-même. « Les rugissants, votre majesté, balbutia le domestique. Les bords du monde. Mogana fit une moue dubitative et d'un petit mouvement de main ordonna d'ouvrir plus grand le rideau. Traversé par un rayon solaire, le losange d'or, implanté au sommet de la tour levantine, projeta aussitôt son ombre sur le sol de marbre, tandis qu'une main, gantée de mailles, frappait déjà à la porte des appartements impériaux. D'un battement de cils, Mogana intima à son camérier l'ordre d'aller ouvrir, et, comme chaque matin, l'homme de faction introduisit le même visiteur, dont la seule évocation du pompeux patronyme réduisait à néant les effets réparateurs du sommeil. « Son Excellence, le Chancellor Ekaros Yosekar !»« Qu'il entre !» souffla Mogana sur un ton déjà las. Selon une coutume qu'elle se promettait chaque matin d'abroger, avant même qu'elle ne posât un pied au sol, le premier parmi ses ministres venait lui servir, en guise de déjeuner, la primeur des nouvelles du monde, ennuyeuse dans le meilleur des cas, mauvaise le plus souvent. Pas un jour sans qu'un dux ne demandât audience, sans qu'une caste ne s'offusquât de la promotion d'une autre jugée indigne,
ou sans qu'un risible roitelet ne se soulevât quelque part dans le sud, l'est ou l'ouest. « Qu'y a-t-il au nord » réitéra Morgana, cherchant, sans grand espoir, à endiguer un instant encore cette première vague d'ennui. « Eh bien, votre majesté » articula posément le chancellor pour se donner une prestance et un peu de temps. « Les savants et très pieux cartographes y situent les terribles rugissants. Loin de nos côtes, fort heureusement, précisa-t-il sur un ton qui se voulait rassurant. Lesquels rugissants balisent, mais vous le savez, j'en suis sûr, les bords du monde. Oui, oui, j'ai appris cela comme j'apprenais à lire, s'agaça Morgana. Mais quelqu'un en est-il déjà revenu pour nous le confirmer? Elio nous en préserve, s'épouvanta Écaros Liosécar, en joignant les pouces comme le dernier des bigots. C'est un orgueilleux blasphème que de prétendre vérifier les saintes évidences. Quelqu'un en est-il revenu? Insista pesamment Morgana, qu'avoir à se répéter courrouçait prodigieusement. Les orgueilleux impies, que vos sages ancêtres ont contraints à aller vérifier par eux-mêmes la folie de leurs hérésies, ont basculé dans les enfers abyssaux dont ils niaient l'existence. Et qu'en savez-vous? S'enquit l'impératrice, bien qu'elle connût déjà la réponse. Une sainte évidence, votre majesté, récita encore une fois le ministre, joignant toujours les pouces à s'en pâlir les jointures. Vous n'êtes guère plus savants ou plus curieux que celui-ci qui vide mon vase de nuit, se désola Morgana en désignant son camérier. Peut-être ferait-il un aussi bon ministre que vous? Peut-être, admit le docile hypocrite, comme s'il ne lui en cuisait pas d'être ainsi comparé à un être inférieur d'au moins 10 castes, par une fillette qui plus est.